Bonjour, bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à ce nouveau live expert où on va parler de l'impact de nos mémoires dans nos vies. Donc aujourd'hui, ça va être une thématique un petit peu différente de celle que vous êtes habitués avec moi. Donc moi, je vous partage beaucoup autour de l'Ayurveda, de la naturopathie. Et aujourd'hui, on va parler des choses qui sont un peu plus subtiles. On va parler un petit peu du monde de l'invisible. Donc je peux vous faire une petite introduction pour dire quelque chose que vous n'êtes pas habitué, que vous ne connaissez pas de moi. En fait, moi, ma maman, elle était bipolaire. Et dans ses phases maniaques, elle avait cette tendance à aller dans le monde de l'invisible. Et donc, j'ai eu contact avec plein de choses bizarres pendant mon enfance. Ce qui m'a plus ou moins traumatisée, si on peut dire comme ça, mais ce qui fait partie de moi aussi. Quand je suis arrivée à l'Ayurveda, j'ai vu une autre énergie, une autre chose qui était différente. C'était dans la spiritualité, mais il n'y avait pas une charge lourde. Et la sensation que j'avais, c'était que c'était une... il y avait beaucoup plus de légèreté, beaucoup de luminosité dans cette énergie que je voyais dans l'Ayurveda et dans les différentes sciences védiques confondues, celles que j'ai pu expérimenter. Ça, c'est des choses que je ne partage pas parce que je ne suis pas super à l'aise avec ça. Alors, il y a Mélodie. Je crois que Mélodie n'a pas reçu la notification, donc je dois l'inviter. Je ne sais pas trop comment faire. Et il y a eu un moment où j'ai commencé à voir des choses, etc. Mais c'était des choses qui étaient lourdes pour moi. Ça m'apportait de la souffrance, avec beaucoup de peur, beaucoup d'instabilité. Jusqu'à un jour où je me suis dit, non, ça c'est pas normal, je ne vois rien, ça c'est tout faux. Et donc j'ai arrêté de voir des choses. Et ça m'a convenu. Et donc plus tard, j'ai pu rencontrer l'Ayurveda et toutes ces énergies-là qui m'apportaient plus. Mais j'ai une certaine certitude, que pour moi une certitude, en tout cas c'est ma vérité, c'est peut-être pas la vérité de tout le monde, c'est que toutes ces choses-là du subtil, qui sont invisibles, qu'on peut pas voir avec les yeux, elles existent. D'ailleurs, il y en a certaines choses qui sont décrites dans les textes ayurvédiques aussi. Donc j'ai un grand respect pour tout ce monde du non-visible, mais je ne travaille pas avec. Et je ne souhaite pas, en tout cas aujourd'hui, travailler avec. Récemment, il y a donc Mélodie qui m'a contactée, on a discuté un petit peu, et elle travaille avec toutes ces choses-là. Et ce que j'ai trouvé chez Mélodie, c'était quelqu'un qui travaillait avec ce monde de l'invisible, mais qui était assez ancré, quelqu'un de sérieux. Et ce qu'on ne trouve pas souvent, voilà. Donc dès que mes élèves ils le savent par exemple dans les stages en présentiel. Là, on sort du stage en présentiel. Il y a Jacques, un des enseignants qui travaille dans le stage en présentiel, il sort le pendule. Dès qu'il sort le pendule, moi je sors de la salle. C'est des choses que je suis pas à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que Mélodie, avec les échanges qu'on a eus, elle a l'air assez ancrée et travaille avec ça avec un grand respect, sans se prendre la tête, sans se prendre par la grosse tête, quoi. Et du coup, voilà, on a échangé un petit peu et c'est pour ça que je l'invite aujourd'hui au live. Donc normalement, elle devrait être là. Moi, et je crois qu'il y a des problèmes de connexion. À chaque live, donc elle est là. Hein. Ah, c'est bon. Transmettre en direct. Donc elle est là, ça va arriver. Désolée pour les problèmes techniques. Donc j'ai fait la petite introduction. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, donc je fais un live expert une fois par mois. Voilà, Mélodie, elle est là. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Parce que du coup, j'ai dû déconnecter mon micro. Oui, je t'entends Ok, bien. Je pense que tout le monde super, t'entend bien. parfait. Donc, j'étais en train de faire l'introduction. Je conclus juste l'introduction. Donc, on a un live expert une fois par mois, un live questions-réponses une fois par mois. Et donc, aujourd'hui, pour se localiser, on est dans le live expert. Donc, j'invite d'autres personnes qui ont des expertises semblables à la mienne ou différentes.
Et donc aujourd'hui, on va parler de ces mémoires, on va parler du non visible, on va parler de toutes ces choses-là. Donc, et l'objectif aussi des lives, c'est toujours que vous posez des questions, que ce soit interactif. Et donc, Mélodie, je te laisse te présenter. Ben, merci beaucoup, et puis merci de ton accueil. C'est vraiment un grand plaisir d'être là avec vous. Puis en plus, tu as déjà parlé de plein de choses sur lesquelles je vais pouvoir rebondir, donc c'est super. Du coup, pour la petite présentation, ben, je m'appelle Mélodie Sachs. Je suis formatrice en spiritualité énergétique, chamanisme depuis 2017. Ça commence à faire un bout de temps, mais je fais ça depuis toujours. Je suis née comme ça. Je suis née un peu bizarre. Je suis née dans le chaudron, clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente. Et la chance que j'ai eue, c'est que mes premières expériences ont été positives. Positives. Difficiles dans un sens, puisque c'était avec surtout le décès d'un ami de ma maman. Mais du coup, on va dire mon premier contact conscient avec l'invisible a été empreint d'amour. Et c'est ce qui a fait que j'en ai pas eu peur. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à attirer des expériences positives par la suite et aussi à être curieuse et à me demander mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait que je vois des choses, que je sens des choses, que je sais des choses, que apparemment les autres, c'est pas forcément le cas. Et en tout cas, en plus, ils peuvent pas répondre à mes questions. Donc c'est vrai que ça a débuté de longues années de recherche de ma part. Mais comme tu disais aussi, un côté très ancré parce que j'ai vraiment une méthode un peu scientifique, même si j'étais enfant à l'époque, de me dire, OK, s'il y a un résultat, c'est qu'il y a une cause. C'est action-réaction. Donc, il faut que je parte soit de l'action pour comprendre la réaction, soit de la réaction pour comprendre l'action. Et j'avais déjà un esprit très, très logique à l'époque. Et bon, c'est ce qui a fait que j'ai aussi eu une vie classique en parallèle, surtout qu'à l'époque, on parlait pas trop de ces choses-là. Donc, j'ai fait 8 ans de droit. J'ai été ensuite généalogiste successorale, donc je travaille avec les notaires. Et donc là, il y a vraiment eu cette dimension des mémoires qui a aussi pris de plus en plus de place parce que j'ai pu constater que ce que je voyais dans ma famille, donc j'avais toutes les arbres généalogiques de la famille qui atterrissaient chez moi étrangement, et donc j'ai pu constater que ce que je voyais chez moi, c'était aussi chez les autres. Donc j'ai commencé à travailler de plus en plus avec tout ça. C'est comme si l'univers m'avait dit, bon ben c'est bien mignon tout ça, mais assez joué. Et puis j'ai été vraiment réorientée et à faire ça en fait professionnellement, alors que moi je voulais vraiment que ça reste caché. Je voyais ça un peu comme un suicide social, un suicide professionnel. Et finalement, en fait, ça a pris de plus en plus de place. Aujourd'hui, je ne me verrais pas faire autre chose. Et c'est vrai que le monde a aussi évolué, hein. Les gens sont beaucoup plus ouverts à ça, on peut beaucoup plus facilement en parler. Et aujourd'hui, les gens ont beaucoup de questions parce que c'est pas quelque chose que seulement quelques personnes ressentent. On a tous ça, on a tous ces capacités et ces expériences. Et comme tu le disais, il y en a beaucoup qui ferment parce qu'ils ont peur, ils savent pas quoi faire avec ça. Et c'est vrai que moi, le cœur de ma mission, c'est d'accompagner les gens qui ressentent des choses, qui comprennent qu'il y a des choses un petit peu différentes, mais qui savent pas trop quoi en faire, à utiliser ça, à être à l'aise avec ça, à avoir des belles expériences et à mettre de côté aussi les expériences qui pourraient être négatives parce que faut pas non plus penser que c'est que des licornes et des papillons, hein. Il y a des choses qui sont compliquées. On peut tout à fait ne pas les vivre, mais ça demande de savoir dans quoi est-ce qu'on met les pieds, de pas faire n'importe quoi et de comprendre tout simplement ce monde et d'avoir cette transmission qui s'est perdue en fait au fil des siècles, puisque en Europe comme partout, on a été coupé de nos racines, on a été coupé de cette sagesse et de ces enseignements qui sont la base. Et en fait, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, on se coupe de nous-mêmes pour ne pas ressentir. Et en fait, on pourrait très bien retrouver l'harmonie dans tout ça. Donc, c'est vraiment le cœur de ce que je fais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais majoritairement de l'enseignement et plus des séances. Et pour apprendre aux gens, en fait, à être autonomes avec ça et à intégrer ça de façon harmonieuse et joyeuse dans leur quotidien. De retrouver, en fait, cet art de vivre que les anciens, il y a très, très, très longtemps, avaient. Voilà. Bien. Et qu'est-ce que tu voudrais nous partager aujourd'hui? Donc, tu veux nous parler des mémoires Mhm. et comment ces mémoires, donc c'est des mémoires de cette vie, c'est des mémoires d'autres vies. C'est quoi exactement dont tu voudrais nous en parler? Alors, on porte tout un tas de mémoires. Donc, on a effectivement les mémoires de cette vie, on a les mémoires de nos ancêtres, donc de nos lignées généalogiques, lignée paternelle, lignée maternelle. On a aussi nos mémoires, effectivement, des autres vies. Alors, on entend souvent parler de vie antérieure. Donc, c'est souvent un terme qu'on va utiliser par commodité, par habitude, mais en réalité, c'est plus des vies parallèles puisque le temps n'existe pas, donc c'est assez subjectif. Du coup, c'est vrai qu'on est connecté avec toutes ces vies-là et on a évalué à peu près 70%
l'impact des mémoires dans nos vies. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, à 70% vient de nos mémoires si on ne travaille pas dessus. Donc on n'a que 30% de liberté si on ne travaille pas dessus. Donc c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que si on regarde un peu l'histoire de nos familles, quand on travaille un petit peu sur les autres vies et qu'on sait un petit peu ce qui s'est passé, on voit à quel point en fait on répète. On répète des situations, on répète des relations, on répète des choses qui peuvent se passer aussi dans notre corps. Et certaines sont très positives, donc c'est bien, on récupère des acquis, c'est génial. On reprend là où on a peut-être arrêté à un certain moment. Donc il y a des choses qui sont plus faciles, on peut avoir une facilité pour les maths, pour les langues, pour le piano. Mais d'un autre côté, il y a aussi des choses, des schémas répétitifs. Et souvent, en fait, les gens vont aller en thérapie, ils vont travailler sur eux, ils vont faire tout un tas de choses, et ils vont se dire, mais j'arrive pas, en fait, ça se reproduit constamment et je ne comprends pas pourquoi. J'ai tout essayé, mais il me manque une clé. Et souvent, dans ces cas-là, ben, c'est que c'est une mémoire. Et tant qu'on n'a pas compris d'où ça venait et évacué l'émotion, ben, on est un peu condamné à la revivre d'une façon ou d'une autre. Des fois, voilà, ça va se modifier légèrement, mais on reste toujours sur la même difficulté, des blocages peut-être dans des relations personnelles, professionnelles parce qu'en fait, il y a peut-être eu une trahison à un moment et il faut sortir cette émotion-là. Ça peut se loger aussi au niveau du corps. Euh, Par exemple, si dans une autre vie, quelqu'un dans la famille a eu une grande injustice, beaucoup de colère, on peut avoir un foie qui est un petit peu plus fragile, on peut avoir un terrain qui, alors ça ne veut pas dire qu'on va développer une maladie ou quoi que ce soit, mais on va être plus fragile qu'une autre personne à cet endroit-là où cette énergie-là va résonner. Donc plus on travaille sur les mémoires, plus en fait ben, on améliore tous les aspects de notre vie, on a plus de liberté dans tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est d'abord de prendre conscience en fait de tout ce qu'on répète et que c'est pas forcément de notre faute, que c'est pas parce qu'on s'y prend mal, que c'est pas parce qu'on est maudit, mais ça peut être simplement une mémoire, quelque chose, une énergie qui a été à un moment tellement forte, une émotion tellement forte que ça s'est imprimé dans nos mémoires et que ben, elle n'a pas pu être évacuée parce que ce soit nos autres vies ou dans nos lignées, nos ancêtres, ils ont pu vivre des choses et ils n'avaient pas forcément ni le temps, ni l'espace, ni les outils pour gérer ces événements-là. Et en fait, ben, ils ont mis un couvercle dessus où il y a pu y avoir aussi des décès brutaux, violents tout un tas de choses qui ont pu se passer, les gens n'ont pas pu gérer ça. Et donc cette énergie-là, c'est un peu comme si on nous transmet le flambeau, pour dire, bah voilà, en espérant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va réussir en fait à faire sortir cette énergie, transmuter cette énergie et revenir à plus d'harmonie, plus de paix. Et nos ancêtres veulent qu'on évacue tout ça, ils veulent qu'on travaille là-dessus parce qu'ils n'ont pas envie de nous voir répéter leur situation, leur vie. Et souvent, si on leur demande de l'aide, ouais, ils vont nous aider, ils vont nous envoyer des petits signes, des petites choses pour nous accompagner là-dedans. Et on peut ressentir des fois leur joie et leur soulagement quand on a réussi à sortir une énergie. Donc d'abord, je pense que la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de ces schémas répétitifs, de ces choses qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, ou toutes ces réactions un peu irrationnelles. Quand il y a quelque chose qui nous touche, on regarde un film et puis en fait on a une émotion, mais comme si on l'avait vécu, alors que ça fait pas de sens, on n'a pas de souvenir de ça, ou une situation qui nous touche un petit peu plus que ce que ça devrait. En fait, on réagit non seulement à la situation actuelle, mais aussi à là où les situations qui se sont produites dans d'autres vies ou dans la généalogie. Et du coup, ben, on a une réaction qui est beaucoup plus importante que ce que le contexte pourrait laisser supposer. Donc là, on sait que potentiellement, ça vient d'une mémoire. Donc déjà, il y a vraiment ce côté de conscientiser de Donc la première l'impact. chose, c'est de rendre compte en fait. Ouais. Je suis toujours face au même. Donc il faut qu'on porte le regard sur soi. Au final, on dit la même chose qu'en Ayurveda. Plutôt que de dire c'est un faute dans l'autre, c'est un faute dans l'autre, il faut qu'on regarde moi en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai réagi comme ça à ce que la personne a dit, parce que peut-être qu'elle n'a pas dit ça avec méchanceté, mais moi je réagis. Euh, Exactement. et donc c'est quoi? Donc la première chose, c'est d'identifier C'est ça, ces c'est réactions. observer, identifier et justement, comme tu disais, reprendre sa responsabilité parce qu'on ne peut pas agir sur l'autre. Par contre, on peut agir sur soi. On ne peut pas faire en sorte que les autres ne fassent pas quelque chose. Par contre, on peut changer notre réaction, faire en sorte que ça nous touche moins. Des fois, ça demande aussi ben, d'ajuster certaines relations, d'ajuster certaines situations, de se dire, ben voilà, c'est peut-être pas le travail qui me correspond, c'est peut-être pas la relation qui me correspond. Mais aussi, à partir du moment où on travaille sur les mémoires, on retrouve notre pouvoir personnel et
on voit les choses de plus en plus clairement et du coup, on va voir si quelque chose nous correspond ou nous correspond pas et on n'est plus en mode automatique. Tant qu'on est en mode automatique, on reproduit, on reproduit, on reproduit, on est la tête dans le guidon et on voit pas. À partir du moment où on commence à observer, on se dit, ok, non, en fait, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Et du coup, là, on va commencer à aller chercher des solutions. Lo, il nous pose une question, il dit comment se transmettre ces mémoires? Est-ce que c'est une inscription dans l'ADN ou est-ce que c'est du spirituel? Alors, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Il y a une partie vraiment qui est potentiellement dans l'ADN. Alors, je travaille pas en génétique, mais je sais qu'il y a des études assez intéressantes là-dessus qui ont été faites, notamment par rapport aux descendants de la Shoah, qui portent des marqueurs génétiques par rapport à ce qu'ont vécu leurs grands-parents. C'est assez impressionnant. Donc, oui, il y a une notion en génétique au niveau de l'ADN. Il y a aussi au niveau du corps les mémoires cellulaires, les fascias, l'eau du corps. On a vu avec les études notamment de Masaru Emoto que quand on projette quelque chose, une émotion, un mot sur l'eau, ben, ça va changer sa forme, ça va changer les cristaux d'eau, il y a des choses qui vont se modifier. On a vu avec tout ce qui est aussi les plaques de Chladni, la résonance en fait, le son, etc. Tout ça, ça va impacter. Ce sont des vibrations et ça va venir impacter nos muscles, nos fascias, l'eau de notre corps, donc on le porte en nous. Et après, il y a aussi sur toutes les dimensions spirituelles, effectivement, sur tous les corps qu'on peut appeler spirituels, donc les corps subtils, parce qu'on a notre corps physique, mais on en a d'autres. Donc, tout ce qui concerne les différentes couches énergétiques qui nous constituent, il y a des empreintes en fait aussi sur ces corps-là. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs portes d'entrée pour travailler sur les mémoires, parce que ben, on ne pourra pas forcément travailler sur toutes les mémoires de la même façon. Et des fois, il y a par exemple, certaines personnes peuvent avoir beaucoup de mal avec le toucher. Donc, ça va être compliqué de commencer peut-être par le massage ou ce genre de choses, parce que c'est quelque chose qui est difficile. Donc, on va plutôt commencer par le spirituel. Pour d'autres personnes, elles peuvent être extrêmement fatiguées. Donc là, sur le spirituel, ça va être plus difficile parce qu'elles vont avoir du mal d'abord à visualiser. Donc là, on peut commencer par le massage, on peut commencer par le son, et ensuite, on va aller vers le spirituel. Mais du coup, on va changer, entre guillemets, le chemin d'accès, et ce qui nous donne plein de possibilités. Mais il y a vraiment cette inscription au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau résonance. Et après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer d'abord par le corps. Par contre, ce sera la plupart du temps, surtout sur les mémoires qui sont assez impactantes, nécessaire d'aller vraiment travailler au niveau énergétique, au niveau spirituel. Et quand on commence par le côté énergétique et spirituel, si c'est pas encore trop inscrit sur le corps physique, on pourra s'arrêter là. On n'aura pas forcément besoin de passer par le corps physique parce que ça va se faire automatiquement. Mais si ça a été trop impactant, si ça s'est transmis au corps physique, parce qu'en fait ça va être un petit peu comme des copies carbone. Et si c'est vraiment très très puissant et que par exemple il y a des choses qui se voient, des examens médicaux, ben là il faudra passer aussi par le corps physique. On peut pas si c'est inscrit sur le corps, si par exemple il y a une douleur mais les médecins ne trouvent rien, potentiellement on peut faire uniquement en énergétique, en spirituel. Par contre, s'il y a une douleur et qu'aux examens il y a quelque chose, ben, il faudra aussi traiter le corps physique parce que ça s'est inscrit sur le corps physique. Après, le massage, c'est toujours bon. Bon, évidemment, ça dépend par qui, etc. Hein. Mais c'est quelque chose, parce qu'on porte beaucoup de mémoire, notamment dans le dos. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être assouplies et on peut aider à commencer à sortir les mémoires par ça. Mais après, c'est sûr que moi, une des techniques que je préfère pour travailler là-dessus, c'est les récupérations de fragments d'âme. C'est une technique chamanique qui était pratiquée sur toute la planète, par toutes les cultures, de façon légèrement différente, mais tous les anciens travaillaient sur les mémoires parce qu'ils avaient cette conscience de cette importance. Et en fait, ils avaient cette pratique d'aller se connecter en fait aux mémoires qui sont restées coincées, d'aller les libérer, nettoyer les émotions, transmuter les émotions et réintégrer cette partie d'énergie libérée, nettoyée en nous. Et donc il y a tout un processus avec ça. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, hein, méfiez-vous, parce que beaucoup de gens qui disent qu'ils font des récupérations de fragments d'âme, c'est pas vraiment ce qu'ils font. Mais c'est une des pratiques, pour pas dire la pratique que moi j'ai trouvé qui était la plus puissante et transformatrice avec des résultats assez impressionnants pour travailler sur les mémoires. Après, quand c'est des petites mémoires, on peut simplement travailler sur ce qu'on appelle les annales akashiques et d'aller se connecter avec ce qu'on peut imaginer comme une grande bibliothèque de l'univers, cette conscience collective où il y a toutes les informations et on va aller libérer en conscientisant. Mais
ça va être sur les mémoires qui sont, on va dire, un petit peu plus légères, où il n'y a pas eu de gros traumas. Et des fois, juste la conscientisation va suffire. Donc, du coup, ouais, il y a sur les différentes couches de ce qui nous constitue. C'est intéressant si on fait le parallèle parce que, par exemple, en Ayurveda, on dit, donc, il y a ce tout qui existe, ce qu'on appelle le Purusha, donc l'Atma, l'âme, donc qui nous unit tout. Mais après, il y a une division. Et donc, on a cette sensation de je suis. Mhm. Et en fait, ce je, ce Jiva Atman, ce qu'on appelle Jiva Atman en sanskrit, selon la tradition védique, et c'est lui qui choisit la famille où il va naître. Donc, il choisit pour vivre justement ses mémoires. Donc, si je Exactement. traduis, on parle pas de mémoire en Ayurveda, mais il choisit l'endroit où il va naître euh, Mhm. pour pouvoir vivre une certaine expérience. Et c'est très intéressant. Si je regroupe, par exemple, on sort du stage en présentiel des élèves, où on a fait, par exemple, la lecture de poux, l'exercice de la lecture des iris, de la lecture de langue. Et en fait, tout ce qui est, que ce soit ces mémoires, si on peut utiliser le même terme que toi, Mhm. physique, genre j'ai un problème au niveau du foie, j'ai un problème au niveau de la vésicule, que ce soit des émotions, j'ai une colère, voilà, que ce soit des choses qui se répètent au niveau émotionnel, on va le voir dans les iris, etc. Mhm. Et dans les iris, dans le pouls, dans la langue, et c'est des choses qui sont ancrées, et c'est des choses qui sont là déjà à la naissance, et qui après peuvent évoluer en fonction, bien sûr, de notre alimentation et Mhm. hygiène de vie, mais il y a une base avec laquelle on est et qui correspond sûrement à ce que tu es en train de parler, en fait, avec une Exactement. vision légèrement différente, en fait. Exactement. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, il y a les mêmes principes. Et en fait, c'est vrai qu'on va souvent se réincarner dans les mêmes familles parce que du coup, on fait une pierre deux coups et on va continuer certaines choses. Et donc, c'est sûr qu'on peut, alors, on va pas que se réincarner dans les mêmes familles, mais souvent proches. Et c'est pour ça qu'on va avoir souvent des gens avec qui on a des affinités particulières ou des fois des répulsions parce qu'on sait qu'on les a déjà connus, parce qu'en fait, on se réincarne quand même régulièrement ensemble pour continuer le travail. On peut retrouver des fois d'autres vies en tant que une grande-tante, un arrière-grand-père. Et donc on va effectivement reprendre certaines choses. C'est pour ça que c'est assez difficile des fois de faire la différence entre les mémoires d'autres vies et les mémoires généalogiques parce qu'elles peuvent se mélanger. Alors heureusement c'est pas super important parce que finalement le processus sera à peu près le même et quand on va en libérer une, on va souvent libérer l'autre. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que souvent quand on va travailler sur une mémoire, on va travailler en même temps sur toutes les autres mémoires qui sont sur des vibrations similaires. Et oui, effectivement, il y a ce côté où on choisit pour continuer le travail, pour travailler sur ces lignées-là, effectivement. Il y a Anoucha qui pose une autre question. Bonjour Mélodie, une famille d'âmes reste toujours la même dans toutes nos incarnations. Alors, ça dépend ce qu'on appelle famille d'âme. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur ce terme-là et je pense qu'on n'a pas non plus les concepts et la vision, la compréhension nécessaire pour vraiment définir une famille d'âmes. Donc effectivement, on va se réincarner régulièrement avec le même groupe, avec du moins certaines personnes, certaines énergies de ce même groupe. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans la même famille ou alors avec les mêmes amis, les voisins, etc. Des gens qu'on sait on va retrouver dans notre vie et on sait qu'il y a quelque chose. Par contre, si on parle des familles d'âmes comme elles ont été, on va dire, expliquées par Marie-Lise Labonté, je suis un peu moins sûre. Je pense que c'est quelque chose d'assez réducteur et qui ne rend pas forcément, on va dire, qui rend pas forcément la réalité des groupes d'âmes, entre guillemets, comment ils sont. Je pense pas qu'on puisse vraiment mettre un nom, comme par exemple la famille des bâtisseurs, la famille des guérisseurs. C'est assez réducteur. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus large et complexe que ça, entre guillemets. Euh, donc je saurais pas forcément dire est-ce qu'on se réincarne toujours dans la même famille d'âmes. Avec une partie du même groupe, oui. Pas toutes les vies, hein. Il y a certains avec qui on va se réincarner sur une vie, puis d'autres pour une autre vie. Par contre, c'est vrai que certaines, on va avoir des expériences qui vont souvent être un petit peu similaires.
On m'a souvent demandé, par exemple, est-ce que être chaman ou guérisseur, c'est genre l'évolution d'une âme, et puis il y a 10 000 ans, on était meurtrier, et puis une fois qu'on est à la fin, on est chaman. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. En tout cas, dans mon expérience, c'est pas ce que j'ai constaté. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de personnes qui ont, par exemple, une affinité pour la guérison, pour le soin ou pour la spiritualité, c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait dans d'autres vies. Donc dans ce contexte-là, on pourrait dire oui, dans un sens, on va se réincarner quand même sur une énergie un peu similaire, mais cette énergie, elle peut aussi évoluer. Donc c'est pas parce que quelqu'un a été dans la guérison dans une vie qu'il va forcément l'être dans une autre. Et la guérison, en fait, ça peut être très très vaste. Quelqu'un qui va travailler dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec la spiritualité, qui peut faire, je sais pas, par exemple, du yoga du rire, et dans la guérison en fait. Donc il peut très bien avoir été chaman dans une autre vie, ou il sera peut-être chaman dans sa prochaine vie, et puis dans cette vie-là, il fait du yoga du rire. Ou alors ça peut être une maman au foyer qui prend soin de ses enfants. Donc on va avoir toujours cette même énergie, cette même affinité avec certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire exactement la même chose. Et qu'on va pas forcément aller explorer d'autres choses. On peut très bien être maçon dans une vie, et dans la prochaine, on va peut-être pas être quelque chose de complètement différent, mais potentiellement on va être effectivement dans quelque chose qui va être en lien dans la construction, mais qui sera pas forcément aussi clair. Et je pense pas qu'il y ait seulement juste quelques familles d'âmes où il y a juste les bâtisseurs, juste les guérisseurs. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça, et que c'est des concepts que en fait notre cerveau n'est pas encore apte à vraiment imaginer et appréhender. Donc voilà, désolée, j'ai pas de réponse extrêmement claire et cadrée là-dessus, mais c'est un peu des concepts assez glissants en fait. Il y a Slo qui demande, est-ce que d'après vous, on a tous eu une autre vie avant? Est-ce que cela implique que notre âme, pardon, était déjà ailleurs avant? Pour la majorité des gens, oui. Alors c'est possible qu'il y ait des jeunes âmes qui arrivent et qui aient eu pas ou peu d'autres vies. Euh, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, je n'en ai pas vu qui avaient vraiment genre feuille blanche, rien du tout avant. Mais c'est pas quelque chose qui est impossible, hein. En spiritualité, on apprend très vite que tout est possible. Ça reste assez rare. Par contre, il y en a qui effectivement ont eu peu de vie, ou peu de vie ici sur Terre, et qui ont effectivement eu beaucoup d'autres vies sur d'autres planètes, sur d'autres plans. Et généralement, ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils sont un peu perplexes. Ils sont un peu perdus, ils ont du mal à s'adapter. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont du mal à comprendre la société, ils ont du mal des fois à s'intégrer, et ils ont un regard sur la vie qui est un petit peu différent, parce qu'en fait, ils comprennent pas qu'on comprenne pas. Et ce qui fait du sens. Et c'est vrai que je me rappelle avoir eu sous une jeune fille qui venait vraiment d'une autre dimension où les choses étaient très paisibles. Donc elle avait eu plusieurs vies dans d'autres dimensions où c'était beaucoup plus paisible et beaucoup plus évident. Et c'est vrai que pour elle, ici, c'était extrêmement violent et extrêmement dur. Donc oui, et surtout, il faut faire attention avec les enfants. On a beaucoup de nouveaux enfants aujourd'hui qui peuvent avoir ces expériences-là, donc être des vieilles âmes, entre guillemets, mais jeunes sur Terre. Et du coup, ça peut les perturber, ça peut être difficile. Ils ont besoin d'accompagnement pour faire la paix avec ça, et qu'on fasse un pont. Et souvent, ils vont avoir des parents qui ont vraiment un pied bien ancré dans cette réalité-là, pour leur expliquer, pour faire un petit peu le dictionnaire, la traduction, et les aider à naviguer là-dedans. Mais c'est vrai que ça peut être assez perturbant. Mais oui, on a eu et même quand on a eu beaucoup de vies sur Terre, on a souvent eu pas mal d'autres vies ailleurs. Oui, selon l'approche védique aussi, je rebondis parce que je sais que Slo, elle est dans l'Ayurveda. Dans l'approche védique, en fait, l'Ayurveda, c'est un texte de santé plus du corps, mais elle s'intègre dans une science védique. Et moi, j'étudie aussi le Vedanta où on apprend toutes ces choses-là. Et dans cette approche védique, on a 14 niveaux d'existence, en fait. Et nous, notre plan, c'est le septième. Donc, en fait, ça regroupe tout à fait ce que tu dis. Et justement, ces vies, comme tu as dit au début, on dit des vies passées, mais c'est pas forcément passé, c'est en parallèle et tout ça. C'est ça. Et donc, on a vraiment cette même vision dans la védique, et qu'on est dans ce cycle. En fait, en Vedanta, on parle du cycle de samsara, l'ignorance, parce qu'on est ignorant. Et parce qu'on est ignorant, on continue à vivre ces expériences pour être dans une espèce d'évolution, mais c'est une évolution qui n'est pas
comme intellectualisées. C'est des expériences qu'on doit vivre et qu'on revit et qu'on revit Mhm. jusqu'à être satisfait de ça et à revenir à notre centre, à revenir à cette joie ultime, en fait, à ce purush, à cette âme Mhm. qu'on est tous, en fait. Donc, on a cette même idée. C'est rigolo. Complètement. Il y a plein de plans d'existence qui sont Ouais. différents, qui a des vies qui se Mhm. répètent, etc. Ouais, complètement. Et on retrouve ça partout sur la planète, dans toutes les cultures, avec des mots et des concepts légèrement différents, mais la base est toujours la même. C'est ça qui est assez fascinant. Donc, on voit que les anciens avaient compris quelque chose. Est-ce que tu veux donner un petit peu des conseils? Parce que du coup, on parle un petit peu de ces choses-là existent, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, on va dire, de façon thérapeutique? Comment est-ce que toutes ces connaissances-là, des différentes vies, voilà, de ces plans d'existence, de ces mémoires, comment est-ce que je peux comprendre ça, et une fois que j'ai compris, l'utiliser pour aller mieux? Parce que l'objectif, en tout cas dans les sciences védiques, c'est être heureux dans cette vie là maintenant. Exactement. Et c'est souvent ce que je dis à mes étudiants, c'est que le but, c'est pas de savoir est-ce qu'on a été Jules César ou Cléopâtre, on s'en fout un peu. C'est vraiment comment est-ce que comprendre ce qui s'est passé à un autre moment peut m'aider dans cette vie actuelle. C'est toujours de revenir à en quoi c'est utile aujourd'hui. Et souvent, bah, ça va déjà nous aider à comprendre, à arrêter de culpabiliser ou de se flageller en disant, bah voilà, en fait, ça vient d'une mémoire. Ok. Donc c'est normal aussi que en ayant peut-être été faire 10 ans de thérapie, bah, il n'y a rien qui fonctionne. Bah, c'est parce qu'en fait, j'ai pas travaillé sur la bonne chose. Alors c'est sûr que ça aide, mais ça va être probablement important de à un moment compléter avec une autre approche. Et ça peut, une fois qu'on a vraiment libéré cette mémoire-là, ben, on va pouvoir en fait enlever des blocages dans notre vie. Euh, Par exemple, quelqu'un qui tombe toujours sur des emplois où il y a un problème avec des collègues. Ben, une fois qu'on a compris que ça vient d'une mémoire, qu'on a libéré l'énergie de cette mémoire-là, ben, potentiellement, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir trouver un travail où ça se passe bien. Donc, on va pouvoir intégrer ça et en fait libérer tous les blocages. Moi, je sais qu'à chaque fois dans ma vie, j'ai un blocage et que je trouve pas la clé, je me dis, il me manque quelque chose, ça fait pas de sens, il y a quelque chose qui m'échappe et ça manque de logique. Je vais voir dans les mémoires et la plupart du temps, c'est la bonne réponse. Et du coup, ben, je vais aller travailler sur ce qu'il y a à travailler au niveau de la mémoire. Et ensuite, ben, les choses se fluidifient. Et plus on travaille dessus, ben, il y a plus de choses dans la vie qui se fluidifient. Et en même temps, ça peut permettre aussi de se rendre compte de certaines choses. Il y a des années, je suis passée à Nantes et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis rentrée à la maison. Et j'ai failli emménager à Nantes et je me suis dit, mais c'est pas moi. C'est une mémoire, c'est quelque chose en fait qui a rien à voir avec moi, avec ce que moi je veux pour ma vie. C'est vraiment en fait une partie de moi qui a déjà vécu là et qui se sent rentrée à la maison et du coup j'ai cette tendance à vouloir aller là-bas mais c'est pas juste en fait pour cette vie-là. Du coup, quand on se rend compte de l'impact des mémoires, on arrête de prendre des décisions trop impulsives et on respire et on essaie de voir, ok, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est une mémoire? Est-ce que c'est vraiment un appel de mon cœur, de mon âme par rapport à ce que j'ai envie de vivre dans cette vie-là? Ou est-ce que c'est une répétition? Est-ce que c'est quelque chose de familier? Ou est-ce que c'est quelque chose peut-être à clôturer? Mais du coup, ben, même peut-être que des fois, ça peut être intéressant d'emménager pour finir quelque chose, mais d'avoir cette conscience que c'est pas forcément l'endroit où on va passer sa vie et que ça peut être juste une étape. Et ensuite, ben, ça permet d'avoir beaucoup plus de paix dans tout ce qu'on vit, de voir peut-être les schémas qui se présentent, de voir le trajet en fait qu'on fait et toutes les étapes par lesquelles on passe pour libérer tout un tas de choses. Après, dans les familles aussi, tout ce qu'on travaille sur nous rejaillit sur la famille. Moi, quand je veux voir si jamais ce que j'ai fait a fonctionné, je regarde souvent ma sœur, ma mère et ma grand-mère et je vois si je vois qu'il y a quelque chose qui est plus fluide chez elle, je sais que ce que j'ai fait sur moi a fonctionné. Alors, je vais aussi le voir dans ma vie, mais automatiquement, à chaque fois que je travaille sur moi, ça travaille sur la lignée, ça libère la lignée, toute cette énergie-là, bah, elle est beaucoup plus fluide pour tout le monde parce qu'on est tous connectés. Donc, c'est assez impressionnant de voir aussi comment les relations peuvent s'apaiser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire grâce à ça, mais par contre, c'est aussi du cas par cas.
Il n'y a pas deux mémoires qui sont pareilles. Il n'y a pas deux processus où on va aller travailler sur une mémoire qui seront exactement les mêmes. À chaque fois, c'est une surprise. Et à chaque fois aussi, c'est ça qui rend les choses intéressantes. C'est vraiment comme une exploration de soi, une meilleure connaissance de soi, une meilleure compréhension de soi. Et je pense que ça mène aussi à beaucoup plus d'amour pour soi, parce que du coup, on se comprend. On voit, ok, c'est pas juste que je suis une mauvaise personne, c'est pas que je fais mal les choses, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui m'impactent. Et plus je me comprends, plus je travaille sur moi, pas parce que je suis pas comme il faut, mais parce que je veux plus de paix et plus de liberté et parce que je m'aime, bah, plus je vais être en paix avec moi-même en fait. Donc c'est un travail de soin de soi. C'est pas un travail où il faut vraiment se dire voilà, comme on va à l'école et puis il faut à tout prix que je travaille sur moi. Non, c'est j'ai envie de faire quelque chose qui est bon pour moi. Et comment tu le fais concrètement pour les personnes qui nous écoutent? Si elles ont repéré qu'elles ont ces mémoires-là, comment elles peuvent travailler sur les mémoires? Il faut absolument aller voir un thérapeute ou il y a des choses qu'elles peuvent faire déjà? Alors moi, je leur conseille de commencer déjà par elles. Après, c'est sûr que si on ne sait pas faire, c'est un petit peu plus difficile. Et je leur conseille plutôt que d'aller voir quelqu'un, d'apprendre à le faire. Parce qu'en fait, on a tellement de mémoire que si vous allez voir quelqu'un à chaque fois, ça va être compliqué. Et puis, ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Et en même temps, vous êtes dépendant de est-ce que vraiment le thérapeute sait ce qu'il fait? Est-ce que ça a fonctionné? Parce que souvent, quand on va voir quelqu'un, déjà, on est dépendant de est-ce que la personne est disponible. Donc, quand on a une mémoire qui remonte un dimanche à 3 heures du matin, on peut être des fois dans des émotions compliquées. Il faut attendre. Est-ce que la personne elle a 2 semaines, 3 semaines, 3 mois d'attente? Donc, on va prendre rendez-vous quand la personne est disponible. On va payer un certain montant. Et puis, la personne souvent va dire, bah voilà, c'est fait. Bah oui, mais qu'est-ce qui a été fait? Souvent, on n'a pas d'informations. Donc, l'intégration est très limitée. Et puis, si le lendemain, il y a une autre mémoire qui remonte, bah, on retourne voir la personne et on repaye. Et en fait, on fait ça toute notre vie et ça coûte une fortune. Donc, moi, je parle. Et en plus, on n'a pas d'informations. Donc, quand on apprend à le faire, bah, on reçoit soi-même les informations, on comprend ce qui se passe. Du coup, on peut intégrer de façon beaucoup plus profonde. Et dès qu'il y a une mémoire qui se représente, eh ben, on peut travailler dessus. On est autonome et on n'est pas dépendant de est-ce que l'autre personne finalement a vraiment fait ce qu'il fallait. Donc la première étape, je dirais, c'est d'abord d'observer et d'écouter quelle est l'émotion. Et des fois, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais juste d'imaginer. Dire que par exemple, là, je ressens de la colère. Il y a une partie de moi, il y a une autre vie ou quelqu'un dans ma généalogie qui a dû ressentir beaucoup de colère par rapport à une situation qui potentiellement a dû être injuste ou il y a dû se passer quelque chose. Et ça peut être d'allumer une bougie, ça peut être d'avoir une pensée pour cette personne, même si on ne sait pas qui c'est, et d'essayer de sortir la colère, de la ressentir, et de dire oui, je suis en colère, je ressens cette colère, je la laisse prendre de la place pour pouvoir sortir. Et des fois, sur des mémoires qui sont pas trop impactantes, ça peut suffire. Pour la majorité, ce sera pas suffisant. Donc là, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'aller travailler avec les annales akashiques. Donc on va aller se connecter aux annales akashiques. C'est très simple. Tout le monde peut le faire. Contrairement à la croyance populaire, il n'y a absolument pas besoin d'une prière ou quoi que ce soit. Vous êtes tous connectés aux annales akashiques toute la journée. C'est comme ça qu'on reçoit tout d'un coup une idée, une info. Je sais que tiens, j'ai à l'épicerie, il faut que je prenne un paquet de pâtes, je ne sais pas pourquoi. Tout ça, c'est en fait cette connexion au grand champ de conscience de l'univers. Mais quand on s'y connecte, on va dire consciemment dans un objectif précis, là, on peut aller chercher des informations spécifiques par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc là, moi avec mes étudiants, je leur apprends le processus. Après, ils peuvent aussi l'adapter parce que c'est important aussi d'adapter à qui on est, donc de ne pas suivre juste un protocole bateau, mais ensuite d'utiliser peut-être un cadre pour ensuite en sortir et créer quelque chose qui nous ressemble. Mais je leur donne déjà plusieurs possibilités pour se connecter aux annales akashiques pour voir qu'est-ce qui marche le mieux pour eux. Des fois, on va imaginer par exemple l'image d'une bibliothèque où on va aller chercher notre livre de vie. On va demander au guide de nous montrer en fait quelle est la situation d'une autre vie qui est en lien avec ce qu'on est en train de vivre. Et là, on va recevoir des choses et on va pouvoir comprendre. Et une fois qu'on comprend quelle est la situation de base, ce qui a créé ça, déjà, ça va potentiellement libérer une bonne partie des choses. Et si la mémoire n'était pas trop traumatique, ça va suffire. D'autres cas, ça ne suffira toujours pas. Donc à ce moment-là, on va partir en récupération de fragments d'âme
Et là, on va vraiment aller se connecter à la mémoire et on va aller comme traiter la mémoire. On va aller la nettoyer, on va aller la transmuter, on va travailler avec cette partie de nous qu'on va ensuite réintégrer. Et donc, c'est un procédé chamanique dans le sens où c'est une tradition ancestrale. C'est une pratique qui était utilisée depuis des millénaires dans toutes les cultures. C'est pas du folklore avec des plumes et un truc un peu bizarre. Vous pouvez faire ça en pantalon de yoga sur votre canapé. Il n'y a pas besoin. C'est pas quelque chose qui soit impressionnant. Je veux dire, vous pouvez faire une récupération de fragments d'âme dans le train sans que personne s'en rende compte. Donc, il faut aussi sortir un peu des mythes. Le chamanisme, c'est pas quelque chose où on est avec des costumes et où on fait des trucs bizarres. Pour certains, ça, c'est le folklore de certaines cultures, c'est certaines traditions dans ce que eux ont transmis, mais c'est pas obligatoire. C'est parce que eux, ça fait partie de leur culture, mais en fait, la base de la pratique n'a absolument pas besoin de ça. Donc, voilà, pour les mémoires les plus compliquées, c'est vrai que c'est vraiment récupération de fragments d'âme. C'est aussi très facile à apprendre. Moi, j'ai une méditation guidée justement que je transmets à mes étudiants pour qu'ils puissent le faire. Et ensuite, ben, ça va être la pratique parce que plus on en fait, plus on reçoit de choses et plus aussi vos énergies prennent l'habitude en fait de faire ce chemin, donc elles vont être de plus en plus faciles. C'est assez parallèle avec le subconscient et l'inconscient aussi parce que c'est le même principe. Plus vous montrez à vos énergies que vous voulez travailler dessus, plus en fait elles vont vous donner des informations et elles vont ouvrir les portes tranquillement. Elles vont se dire ok, cette personne est capable de gérer. Donc on peut lâcher de plus en plus. Très Je sais bien. pas si ça répond à ta question. Oui, je pense que ça répond bien. Donc, alors, il y a du travail à faire, en fait. Il faut apprendre, quoi. Voilà, il faut se former. J'ai pas Mais mal c'est de simple. questions. Pardon? Mais c'est simple, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui est super compliqué et au contraire, c'est un outil qu'on utilise ensuite pour tout le reste de notre vie. Et moi, je sais que ça a vraiment été ce qui a le plus changé, fait un effet avant-après dans ma vie. Mais c'est tout ce qui est efficace et d'une simplicité désarmante. Mais par contre, c'est sûr que c'est important de comprendre d'où ça vient, quelles sont les étapes importantes, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui lisent un bouquin et puis qui balancent deux, trois trucs et qui sont complètement inutiles, voire dangereux. Euh, et c'est en comprenant en fait qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi, quels sont les éléments importants, comment on décortique tout ça, qu'on sait quels sont les éléments en fait qui sont indispensables, qu'est-ce qu'on peut modifier et comment est-ce que ça fonctionne. Et quand on sait comment ça fonctionne, en fait, c'est juste de la logique. Il n'y a pas de magie, hein. La magie, c'est de la logique et c'est juste de la science qu'on ne comprend pas encore, mais il y a toujours une logique. Alors, j'ai pas mal de petites questions. Il y a Anusha qui dit, ça fait des années que je me cherche et récemment, j'ai commencé mon cours ayurvédique et j'adore. Le monde du subtil m'a toujours attiré et de faire le live en associant les deux, je trouve ça génial. La base est la même. Anusha, je sais pas si tu es mon élève, parce que des fois, comme c'est pas le nom et le prénom que j'ai l'habitude sur Instagram, je ne reconnais pas les gens, mais peut-être que c'est une élève à moi. Euh, alors, Slow, elle dit, comment une personne peut se dire qu'elle a besoin de plutôt choisir votre approche plutôt quel coaching ou une thérapie classique? Est-ce que les résultats sont les mêmes et est-ce que les approches sont parallèles? Alors, je dirais plutôt que les approches sont parallèles. Par exemple, quelqu'un qui a vécu des abus, ce sera important de faire une thérapie. Ce sera primordial de faire une thérapie. On ne peut pas bypasser certaines choses. Donc, quand il y a quelque chose de compliqué au niveau émotionnel, c'est toujours bon de faire une thérapie avec quelqu'un de compétent et de changer autant de fois qu'il faut jusqu'à ce qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, qu'on soit en confiance et qu'on voit un résultat. Normalement, en thérapie, on doit quand même voir un début de résultat dans les 1 à 3 mois. Et si au bout de 6 mois, il n'y a rien qui se passe, il faut vraiment changer. Même avant. Le coaching, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, qui peut vraiment vous aider à obtenir vos résultats. Mais ça va dépendre en fait de ce que vous recherchez. Donc moi je dirais qu'en parallèle c'est vraiment l'idéal parce qu'en fait on va travailler sur des axes différents et tout ce qui va être débloqué en thérapie ou en coaching va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite et plus facilement en énergétique et en chamanisme. Et inversement, bah, quand on travaille en énergétique et en chamanisme, vous allez avancer beaucoup plus vite en thérapie. Mais autant il peut y avoir certains éléments, si vous avez déjà fait par exemple une thérapie, que vous voyez oui, il y a eu des résultats, mais c'est pas encore ça.
potentiellement, c'est que en fait, il y a vraiment un gros travail à faire sur les mémoires et que la thérapie ne suffit pas. La thérapie, c'est vraiment pour vous aider à gérer les émotions de cette vie, les traumas que vous avez vécus dans cette vie. Mais il y a des moments où vous allez voir que malgré la thérapie, il manque quelque chose. Il y a quelque chose sur lequel la thérapie n'arrive pas à toucher. Pareil avec le coaching. Quand vous voyez qu'il y a des peurs qui sont irrationnelles et malgré ce que votre coach vous dit, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser en coaching, ce sera important d'aller travailler au niveau énergétique et chamanique. Euh, Après, si c'est juste, on va dire et encore, s'il y a eu un trauma dans cette vie, même si vous avez travaillé en thérapie, ça peut être intéressant de travailler en chamanisme, notamment sur ce qui est récupération de pouvoir, parce qu'on peut avoir perdu une partie de son pouvoir personnel, et donc ça peut être intéressant de le réintégrer. Donc, pour moi, tout ce qui est spiritualité énergétique, chamanisme, c'est un art de vivre, c'est quelque chose qu'on va utiliser au quotidien et c'est toujours bénéfique. Et l'avantage d'être autonome là-dedans, c'est que on va vivre tout un tas de situations dans notre vie et le fait d'avoir ces outils-là, cette compréhension, cette vision-là, ça aide énormément. Par contre, ça ne soustrait pas l'importance d'aller parfois aussi en thérapie. Donc pour moi, c'est vraiment plutôt des approches parallèles. Chacune va débloquer certaines choses et, euh, et c'est vrai que la combinaison des deux est extrêmement puissante. Genre, moi, j'ai été en thérapie, j'ai été avec un psychiatre, parce qu'attention, les psychologues, il y en a des très bons, mais pas que. Psychiatre aussi, hein. Mais j'ai fait du coaching, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la thérapie, et ça m'a énormément aidé. Et encore aujourd'hui, je vais toujours aller travailler sur tous ces aspects-là parce que c'est un aspect de nous. Mais on n'est pas juste ça. On n'a pas juste notre psyché et juste notre psyché d'aujourd'hui. Mais c'est quand même important d'avoir aussi cette approche-là. Et surtout qu'il y a des choses qui sont assez parallèles. Je me rappelle justement quand j'allais voir mon petit, il y avait des fois j'étais mort de rire. J'ai dit, toi tu fais du chamanisme mais t'es pas au courant. Donc c'était assez drôle. J'ai été formée aussi en PNL, programmation neurolinguistique. J'ai fait de la psychiatrie criminelle à la fac puisque j'étais spécialisée en droit pénal et c'est extrêmement intéressant et important. Par contre, je me rappelle d'avoir vu des études cliniques donc sur des personnes qui avaient des problèmes soi-disant psychiques et autant il y avait des cas que c'était vraiment, vraiment le cas, autant il y avait des cas où j'étais là, faudrait pas qu'on me pose de questions sur ce sujet-là, parce que ce cas-là, il est pas que psychique et il y a une dimension énergétique qui pose problème et qu'il faudrait travailler. Donc oui, pour moi, c'est vraiment les deux. Merci. Anoucha, elle demande, j'ai une question par rapport au rêve, car c'est lié au subtil. Si le mot canal ne cesse de se répéter dans la tête, qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, je te demanderai qu'est-ce que le mot canal signifie pour toi. C'est important de comprendre aussi que ce soit quand on va faire une séance avec quelqu'un et que la personne va recevoir des choses, ou que ce soit ce qu'on reçoit en rêve, personne d'autre que soi-même ne peut réellement interpréter parce que c'est par rapport à vos références, à vous, à ce que vous portez en vous. Donc le mot canal peut ne pas signifier la même chose pour tout le monde. Donc des fois, ça peut être intéressant d'avoir les avis d'autres personnes et ce que d'autres peuvent en penser parce que ça peut vous aider, vous, à ouvrir vos horizons. Mais la première étape, c'est vraiment qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Si ça revient régulièrement, potentiellement, moi, canal, ce à quoi ça me fait penser, c'est canalisation. Alors, ça peut être que tu as des problèmes de canalisation chez toi qu'il faut faire venir un plombier, mais si c'est pas le cas, ça peut être, et s'il y a d'autres choses qui se produisent, ça peut être en fait qu'on t'invite à travailler cette connexion, peut-être avec tes guides, à recevoir des messages. Après, il faut aussi faire attention parce que est-ce que dans ce rêve, c'est paisible, c'est rempli d'amour ou est-ce qu'il y a une angoisse quelque part? S'il y a une angoisse quelque part, on oublie et c'est que ça vient pas de la bonne place. Si c'est dans la paix et dans l'amour, là potentiellement c'est un message des guides et ça peut inviter à aller peut-être creuser en énergétique. Est-ce qu'il y a quelque chose à développer et est-ce qu'on t'invite à aller travailler cette capacité-là pour être au service entre guillemets de l'univers et ensuite ça peut être pour donner des messages à d'autres personnes, ça peut être pour toi, ça ce sera ensuite une exploration à aller faire, mais c'est important par contre de pas le faire n'importe comment et de se protéger aussi parce que
Vous pouvez recevoir tout un tas de messages qui viennent pas forcément du bon endroit. Les gens qui ont peut-être aussi une télépathie développée peuvent capter des choses de l'extérieur, des voisins, etc. Et il y a aussi des petits plaisantins qui peuvent vous balancer des trucs pour voir, pour s'amuser, parce qu'ils savent pas quoi faire de leur temps. Et il y a ces énergies-là qui sont pas toujours très sympathiques. Donc c'est pour ça, toujours d'abord, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est paisible? Est-ce que c'est dans l'amour et la lumière? Ou pas? Et si c'est pas, on met de côté. Et vous pouvez voilà, imaginer une douche de lumière qui vous nettoie. Vous pouvez demander des protections pour vous, pour votre lieu de vie. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais c'est important d'avoir cette conception et cette compréhension que c'est aussi important de se protéger. Il y a des gens qui vont vous dire: ah mais si tu es suffisamment dans l'amour et la lumière, t'as pas besoin de protection. Euh, on est humain, on n'est pas Bouddha. Donc il y a peut-être effectivement des gens qui en ont pas besoin, mais c'est pas la majorité. Donc je pense que c'est bien de faire preuve d'humilité et de se dire qu'on peut être fatigué, on peut être challengé, on peut avoir la mémoire qui remonte. Et donc c'est toujours bon de se protéger. On va pas aller se surprotéger et on le fait pas dans la peur, mais on le fait comme le soir on ferme sa porte à clé, pas parce qu'on est parano de se faire cambrioler, mais parce qu'on veut dormir tranquille et on prend soin de soi. Et la protection, c'est ça, c'est prendre soin de soi. On va pas aller mettre un scaphandre pour rester chez soi et tout ça, mais par contre, on va pas aller récupérer des messages sans avoir mis une petite protection. On va pas aller dans certains lieux où on sent que l'énergie elle est pas géniale comme ça sans protection. Et puis idéalement, si on peut éviter d'y aller, c'est toujours mieux. Mais c'est d'être à l'écoute et de protéger, de prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies. Donc ça, c'est aussi très simple à apprendre. La plupart du temps, ça prend 3 secondes, mais c'est important de le faire. Et de le faire dans une énergie de paix et dans une énergie de soin de soi et pas une énergie de peur. Mais oui, si pour toi canal veut dire channeling, effectivement, ça peut être intéressant d'aller creuser là-dedans. Attention par contre, il y a plusieurs notions dans le channeling. Pour certains, il peut y avoir une notion d'incorporation et ça c'est très dangereux et c'est quelque chose que je vous déconseillerais. Euh, c'est très rare. Il y a certaines personnes, je pense notamment à Lee Carroll, je pense quand on pense à Bachar ou à Cryon, qui sont des énergies qui vont passer à travers certaines personnes aux États-Unis, dont c'est vraiment la mission de vie, qui savent ce qu'ils font. Ça peut arriver. Mais sinon, c'est toujours mieux d'avoir plutôt cette notion de on me chuchote quelque chose à l'oreille et c'est moi qui traduis et qui décide ce que j'en fais. Mais il n'y a personne qui prend ma main pour écrire, il n'y a personne qui rentre dans mon corps pour dire ce que je dois faire. Non, non, ça, attention. Protégez toujours votre espace. Il n'y a personne qui doit connecter avec votre corps. Ça, c'est super important. Par contre, si c'est peut-être le moyen de tes guides de te dire, bah, on essaie de te parler, on essaie pour te guider et peut-être, bah, ça peut être à un moment faire ça professionnellement ou dans, va savoir où est-ce que ça peut être utile dans ta vie. Donc ça peut être intéressant d'aller voir bah, ce que je peux développer, peut-être clairvoyance, clairaudience, et de commencer à porter attention aux signes, porter attention aux messages des guides et voir qu'est-ce qui vient. Anusha, elle demande aussi, est-ce qu'on peut faire la récupération du fragment d'âme via les annales akashiques par soi-même ou doit-on être accompagné? Car on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'on va récupérer. Alors quand on va, alors moi je le fais différemment. Quand je pose vraiment l'intention d'aller dans les annales akashiques, c'est vraiment annales akashiques et récupération de fragments d'âme, c'est vraiment récupération de fragments d'âme. Je vais pas forcément passer exactement de la même façon. C'est pas tout à fait la même visualisation que je vais faire, mais sur le principe, tout est annales akashique. Donc oui, dans un sens. Mais oui, effectivement, on peut tout faire par soi-même, que ce soit les annales akashiques ou les récupérations de fragments d'âme. On ne sait pas ce qu'on va récupérer. Effectivement, on peut poser l'intention de travailler sur une mémoire et les guides, en fait, ils vont dire, bah non, mais celle-là, en fait, elle est plus importante et elle est prioritaire et elle peut être un prérequis avant d'aller travailler sur une autre. Par contre, on peut poser des intentions et à partir du moment où on est protégé, et où on fait ça avec nos guides, pas avec n'importe qui en fait. On pose l'intention que ce soit nos guides, des êtres de lumière qui sont vraiment connectés à la source, à l'amour, à la lumière. À ce moment-là, en fait, on peut demander aussi, si on sait qu'on est un peu sensible, de voir uniquement ce qu'on est capable de voir. Généralement, dans tous les cas, c'est ce qui se passe. On ne voit pas les choses si on n'est pas capable de les prendre. La plupart du temps aussi, on va nous éviter tout ce qui est pas trop cool,
sauf si on a vraiment besoin pour comprendre. Mais il y aura comme une distance. Ce sera pas comme si on était vraiment dedans, sauf si c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Mais à ce moment-là, on peut toujours demander au guide. Voilà, j'ai essayé de me donner ça avec le plus de douceur possible, mais ils vont toujours faire ce qui est le meilleur pour vous. Donc, par contre, c'est sûr que si vous savez que vous allez travailler sur une mémoire traumatique, vous allez peut-être pas passer un bon quart d'heure. C'est des moments qui peuvent être difficiles. Il peut y avoir des crises de larmes, il peut y avoir des choses qui remontent, des émotions très puissantes. Donc, c'est important de savoir que ça va pas durer. Généralement, c'est 10-15 minutes. Et ensuite, vous allez vous sentir extrêmement soulagé, léger, dans la joie. Mais parce qu'en fait, il faut sortir cette énergie, il faut sortir cette émotion. Donc oui, on ne sait pas trop ce qu'on va récupérer. Si vous voulez être accompagné par un praticien pour les premières fois, pourquoi pas. Mais moi, je préfère le faire chez moi, dans mon lit, dans mon cocon, avec mon paquet de mouchoirs. Parce que aussi, des fois, quand on est seul dans notre bulle, on va beaucoup plus se laisser aller parce qu'on n'a pas d'image à maintenir par rapport à l'autre. Donc, ça dépend vraiment de chacun avec quoi vous êtes à l'aise. Généralement, les premières, elles sont légères parce que votre subconscient, vos énergies vont pas lâcher comme ça tant qu'ils savent pas que vous êtes capable de le prendre. Donc les premières, souvent, on aura l'impression, oh, ça n'a pas trop fonctionné ou j'ai rien vu. Mais le travail va se faire quand même. Et plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise avec ça, plus il y a des choses qui vont lâcher. Généralement, la troisième, quatrième, il y a pas mal de choses qui remontent. Ok, génial. Alors, je crois qu'on a fini le temps, mais j'ai encore quelques petits commentaires, donc je vais les lire. Oui. Alors, Anoucha, elle dit, non, désolée, je suis pas ton élève, mais peut-être un jour. Peut-être un jour, alors. Et les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée. Il y a un live demain sur le Dravyeguna. Alors, Anoucha dit canal channeling, donc c'est ce dont tu as parlé. Et puis elle dit, c'est vrai, on doit se protéger. Merci pour votre bienveillance. Voilà, c'était des Avec rebondissements par plaisir. rapport à ce que tu avais dit. Et j'en profite peut-être pour rebondir sur une chose que tu as dit au début, quand tu as parlé du pendule. Je voudrais quand même vous mettre en garde avec le pendule. Il y a quelques personnes qui savent très bien le faire, mais c'est pas la majorité, encore une fois. Le pendule est un outil qui peut être extrêmement dangereux. Ça ouvre des portails. Si on n'est pas nettoyé, protégé, si le pendule n'est pas nettoyé, protégé à chaque fois, si la pièce n'est pas nettoyée, protégée, et que la personne n'a pas conscience de cette possibilité d'ouverture de portail, ça peut être extrêmement dangereux. Et c'est aussi un des outils où on a le plus de marge d'erreur. Donc attention avec le pendule. Parce que j'ai vu des choses vraiment pas cool. Donc faites attention avec cet outil-là. Vous êtes le meilleur pendule, vous avez besoin d'aucun outil. Et si vous voulez vraiment des outils, un jeu de cartes ou un tambour, ça peut être mieux si vous n'êtes pas complètement sûr que vous savez gérer le pendule. Voilà, donc faites juste attention à ça parce que c'est un outil qui peut ouvrir beaucoup de choses. Oui, moi je suis d'accord. Alors, ce que je trouve super intéressant de cet échange, c'est de voir vraiment qu'il y a plein de similitudes avec ton travail et le travail qu'on a dans les sciences védiques finalement. Là, par exemple, on a fini hier le stage de 10 jours avec les élèves et on le fait justement sur 10 jours pour que ce soit un peu long pour qu'on puisse avoir vécu une expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que on avait un vécu ayurvédique, mais c'est une formation professionnelle, donc ils étaient là pour les cours. Mais dans les cours, on apprend les radiologies sur soi. Le pouls, on l'apprend sur soi. Et tout ça. Et ce qu'on vérifie sur la majorité des élèves, c'est qu'il y a eu ces moments, comme tu dis, de pleurs. Il y a des choses qui sortent. C'était un stage c'était un groupe. Alors il rigole quand je dis, mais c'est un groupe de burn-out. Il y a plus de moitié du groupe qui a eu des burn-out. Donc c'est des personnes qui ont pris la claque de la vie, qui sont là pour aller mieux. Ils veulent accompagner d'autres, mais c'est pour soi et ils ont une posture de grande tolérance envers l'autre et de grand accueil de l'autre. Et donc, ça a donné un ton au stage. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées comme ça, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour. Donc, des fois, il y a eu des choses qu'ils ont perçues et qui ont été violentes pour soi. Et donc, il y a eu des pleurs, il y a des choses comme ça, mais avec ce cocon. Donc,
C'est ça. Et je pense que avec Sous Live qu'on vient de faire, c'est des mémoires qui sont libérées, c'est des compréhensions qui se font, c'est juste un autre langage, une autre façon de faire. Là, Exactement. voilà, là c'est peut-être par rapport à la façon dont on a compris quelque chose qui était dans notre risque, qui nous a parlé d'une mémoire, voilà, ou quelque chose qu'on a compris dans notre boucle qui nous a fait peur et que du coup on se dit mon Dieu, mais c'est Et des fois, super. on pleure, on ne sait pas pourquoi. Il y a Des quelque fois, on chose peut. qui remonte et c'est important de laisser sortir parce qu'en fait, on peut se dire oui, mais c'est difficile, genre je pleure pendant un quart d'heure, il y a des émotions qui remontent. Mais sinon, en fait, c'est toute la vie. Donc il vaut mieux que ce soit un quart d'heure un petit peu intense plutôt qu'en fait emmagasiner ça et vivre avec un effet cocotte-minute toute sa vie et pas savoir à quel moment ça va péter. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va péter. On Mm. ne peut pas garder toutes ces émotions-là, ça pourrit à l'intérieur. Il faut que ça sorte et il faut que ça fasse place à la lumière, en fait. On a besoin d'évacuer toutes ces énergies, toutes ces émotions. Et des fois, c'est des pleurs et c'est des mémoires qui nous plombent pas forcément non plus. Là, je pense par exemple à 20 hier soir, donc on a fait la fête, on a mis un peu la musique à 18h30 parce qu'on se couche tôt. À 18h30, on a mangé et après on a mis la musique, on a fait un feu, etc. Et à 21h30, j'ai fait la méditation. Et à la méditation, il y en a une, et c'était une méditation autour du feu, donc on a regardé le feu, on a fait un moment guidé, un moment en silence. Il y en a une que du coup, elle a eu ça, l'émotion qui remonte, et c'était son papa. Mmh. Et c'était pas, du coup, on a parlé après la méditation, et c'était pas négatif. Elle avait cette tristesse, mais l'émotion, elle était cohérente. Le problème de Oui. l'émotion, c'est pas tellement l'émotion en elle-même, c'est quand l'émotion elle est incohérente. Quand, par exemple, j'ai peur d'un truc que je devrais pas avoir. Là, Mmh. c'était une tristesse, mais salutaire, et du coup, elle a pensé à son papa, elle était contente dans cette tristesse-là aussi, parce que justement, il y a quelque chose qui est Oui. remonté et, Et parce que l'émotion n'a pas été bloquée. En fait, c'est ça qui est important, c'est que l'émotion puisse couler librement. Et ensuite, si on laisse l'émotion remonter, si on lui laisse de la place, la plupart du temps, en fait, elle va simplement sortir et puis laisser la place à autre chose très rapidement. Donc, c'est aussi de ne pas être trop impressionné, d'avoir peur de ses émotions. Parce qu'en fait, juste l'émotion, elle a juste besoin d'être là, d'être ressentie. Et une fois qu'elle a été ressentie, pouf, elle s'en va et il y a autre chose qui peut prendre la place. Et donc, il y a la paix, l'amour, la lumière, la joie qui peut prendre la place. Mais si on maintient cette émotion, qu'on la bloque et qu'on la vit pas, bah, c'est là en fait que ça va poser souci. Donc oui, et puis après, il y a plein d'autres choses quand on travaille avec les mémoires. Oui, il y a toutes ces mémoires qui n'ont pas été forcément simples et qui demandent à être libérées, mais il y a aussi énormément de compréhension et du coup d'incarnation de toutes les parties de soi, de comprendre en fait, mais pourquoi j'ai tellement été attirée par telle chose, pourquoi est-ce que j'ai tellement de facilité pour telle autre chose. Et quand on comprend, en fait, c'est comme si on réintègre toutes ces parties de nous. On a toute cette amplitude, cette amplification de qui on est. Et du coup, bah, on peut beaucoup plus s'exprimer, se comprendre, être nous-mêmes. Et donc, c'est comme si on incarne toutes nos facettes de façon beaucoup plus libre, beaucoup plus consciente, beaucoup plus paisible. Et on se donne l'autorisation beaucoup plus. Donc, on va comprendre, bah, tiens, si je suis attirée par telle chose, bah, ça fait du sens avec ce que j'ai déjà vécu dans une autre vie. Et en fait, oui, ça, c'est pas incohérent. Par exemple, je sais pas si je suis attirée par l'Inde, bah oui, il peut y avoir quelque chose en fait qui fait complètement du sens, même si on est européen. Et du coup, bah, on va peut-être plus s'autoriser à aller étudier la culture indienne, à aller peut-être faire de l'Ayurveda ou d'autres choses. Mais si on n'a pas ça, on va se dire bah c'est quoi ce truc débile, qui je suis pour. Et en fait, on ne s'autorise pas à aller en fait faire vivre cet espace de soi. Et du coup, bah, le travail sur les mémoires permet ça aussi, de comprendre et puis de comprendre aussi pourquoi d'autres choses nous attirent peut-être moins, qu'en fait, bah, c'est pas nous. Et de voir en fait où est-ce que ça vibre, où est-ce que ça résonne et où est-ce qu'on a de la joie. Donc plus on a conscience de tout ça, plus on a encore une fois de la liberté. alors, il y en a encore quelques petits commentaires. Normalement, on finissait là, mais moi, je suis bavarde. Visiblement, Mélodie, elle est très bavarde aussi. Et vous voulez pas nous lâcher parce que vous mettez plein de commentaires. Donc, on va lire les derniers et après, on se dit au revoir. Donc, Anoucha, elle dit no thank you pour le pendule. Non, non thank you. Le singing bowl touche-t-il les chakras et les couches énergétiques? Réponse Alors oui, le rapide. Singing Bowl, c'est top du top. Tout ce qui concerne le son, ça peut être un bon outil pour justement commencer à libérer des choses quand on est un peu challengé, parce que du coup, bah, le mental décroche complètement et on n'a rien à faire.
Donc ça, c'est un super outil. Par contre, la plupart du temps, ce sera qu'un outil pour débuter. Il faudra quand même aller plus loin après, une fois qu'on a repris un peu du poil de la bête. Mais c'est un super outil. Et puis on peut faire tout un tas de voyages justement, que ce soit avec tambour ou singing bowl. Ça peut nous connecter à tout un tas de choses et on peut vraiment vivre des expériences et des voyages absolument magnifiques, encore une fois, avec des protections. Et s'il y en a qui ont justement envie de vivre certaines expériences, de commencer à avoir un peu, voir un début de ce qu'on peut faire, je voudrais quand même vous faire un petit cadeau. Donc je vais vous mettre, je ne sais pas si je peux mettre un lien dans le chat. Après, vu que c'est sur Instagram, ça reste pas, mais peut-être que tu peux Ouais, m'envoyer, je mettrai dans les commentaires ouais. après. Super. Et comme ça, vous allez pouvoir vivre en direct une expérience guidée. Donc, c'est une vidéo qui est enregistrée où je vous guide pas à pas. On fait une pratique pour connecter aux autres vies, connecter aux ancêtres de façon sécurisée pour que vous puissiez commencer à avoir votre propre expérience. Parce que c'est ça qui est important, c'est de tester par vous-même et de voir comment est-ce que vous vous sentez avec ça. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. J'ai aussi un voyage chamanique avec les animaux de pouvoir sur mon site internet, melodiesax.com. Donc, allez tester par vous-même de façon sécurisée. Mais de toute façon, si vous le faites avec moi, vous êtes sûr que moi, je mets des protections. Et c'est ce qui va vous permettre de voir, en fait, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une approche qui résonne avec vous ou pas? Ça peut arriver aussi. Mais faites toujours l'expérience par vous-même. Par contre, écoutez-vous. Parce que vous allez avoir aussi la possibilité de faire tout un tas d'expériences. S'il y a un non, s'il y a un doute, n'y allez pas. Parce que c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est professionnel que c'est forcément protégé, que c'est forcément aligné avec vos énergies et que ça vous correspond. Donc de toujours écouter en vous d'abord. Est-ce qu'il y a un élan? Est-ce qu'il y a ce côté oh, je sais pas pourquoi, mais je sais que je dois y aller? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le mental qui dit oh je devrais, mais mon corps en fait est crispé et il y a quelque chose qui est pas ok. Donc écoutez-vous, c'est aussi ça la plus grande clé. Écoutez-vous, faites-vous confiance parce que il n'y a personne d'autre que vous qui sait mieux pour vous ce qui est bon. Très bien. Deux derniers commentaires. Anoucha, à quelle heure est le live demain? Le live avec moi, c'est sur le Dravyoguna, c'est toute une autre thématique, c'est les plantes ayurvédiques. Et c'est sur Zoom, donc il faut s'inscrire. Et le lien, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Et le lien, il est sur ma bio. OK? Et Slow, elle dit, une dernière question. Est-ce qu'on peut être croyant religieusement? Moi, je connais Slow. Elle était très sceptique pour ce live. Mais j'ai vu qu'elle a posé plusieurs questions, donc ça me fait rire. Et donc, elle est croyante. Est-ce qu'on peut être croyant religieusement et utiliser ces outils? Est-ce que c'est compatible? Bien sûr, tout est compatible. Et de toute façon, toutes les religions disent ça aussi. Toutes les religions ont un courant mystique. Si vous creusez un peu, vous allez voir qu'ils ne le disent pas forcément publiquement, mais si vous creusez un peu sur les textes sacrés, si vous creusez sur ce qui n'est pas toujours accessible au grand public, il y a un courant mystique dans toutes les religions. Et il y a ces croyances-là, il y a cette notion de réincarnation, il y a cette notion de travailler sur les mémoires, il y a cette notion d'être connecté à plus grand que soi. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle quand on travaille sur les mémoires, quand on travaille en énergétique ou en chamanisme, on va beaucoup connecter avec ce qu'on appelle, nous, des maîtres ascensionnés, mais qui sont en fait des énergies extrêmement puissantes. Et on va souvent connecter avec des énergies qui sont liées à tout un tas de religions différentes. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est religieux par rapport à une religion en particulier. On va souvent connecter avec, on va dire, les énergies, peut-être des dieux, des saints, des anges de cette religion-là, mais potentiellement aussi des autres. Donc c'est ça qui est super intéressant. Moi, j'ai très souvent eu des connexions avec Marie. Il y a eu des moments où j'ai eu le Christ. Il y a eu d'autres moments où j'ai eu des dieux et des déesses d'Égypte, de l'Inde, donc hindou. Il y a eu des moments où j'ai travaillé avec la mère de Fatma. Selon ce sur quoi on travaille, selon la mémoire sur laquelle on travaille, il y a des énergies qui vont correspondre à ça, qui vont potentiellement se présenter. Et donc, c'est extrêmement ouvert. Les anciens étaient ce qu'on appelle animistes.
Donc, ils pensaient qu'il y avait un esprit en chaque chose, ils honoraient la vie en chaque chose. Et si on réfléchit, le message de base de toutes les religions, sans exception, c'est ça. C'est l'amour, c'est la vie, c'est le sacré. Donc, ça ne peut pas ne pas être compatible, en fait. Puisque à partir du moment où on est dans la religion, c'est qu'on a cette vision du sacré, de l'amour et de la lumière vers laquelle on tend. Et en fait, ben, tout ce qu'on fait en énergétique, c'est complètement aligné avec ça. Donc, oui. Après, ça demande d'avoir une ouverture. Et je sais que par exemple, il y a des personnes qui sont extrêmement dans la région catholique qui peuvent avoir beaucoup de peur parce que l'Église a transmis des choses assez cadrées parce que, ben, en fait, ils voulaient avoir un peu plus de pouvoir. Et du coup, certaines personnes peuvent avoir reçu une éducation avec beaucoup de peur. Donc là, ce sera peut-être nécessaire de travailler d'abord sur les peurs pour être un petit peu plus à l'aise. Mais oui, après, je ne sais pas de quelle religion exactement il s'agit, mais il y a énormément de choses dans toutes les religions et c'est ça aussi qui est fascinant parce qu'ensuite vous pouvez aller explorer peut-être d'autres choses dans la religion avec laquelle vous êtes liés et découvrir tout un tas de choses merveilleuses. Merci. Anoucha qui dit merci du fond du cœur. Je suis tombée par hasard ou pas sur votre live. Merci à vous et à l'univers. Super. Et Bénédicte Rommel, qui est mon élève, elle a dit merci à vous deux pour ce live. Bon, je crois qu'on va finir là. Merci beaucoup, Mélodie. Donc, tu me partageras Merci. ton lien, je le mettrai dans les commentaires. Et voilà, quoi. Et vous pouvez Super. visiter le profil de Mélodie et savoir plus sur ce qu'elle fait. Je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Merci Rita. Ciao, ciao.